le cours et qui est très, très intéressante. D'accord? Donc, pour la définition de ce qu'est un web service. D'accord? Donc, un web service, donc la définition ici qu'on va voir, c'est ce qui est commun. D'accord? C'est ce qui est utilisé par la plupart ou conventionnel dans la plupart des entreprises. Donc, a web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. D'accord? Donc, ce côté-là, bien sûr, on va essayer d'analyser cette phrase. Donc, on a software system. Donc, principalement, c'est du logiciel. D'accord? Donc, ici, quand je dis logiciel, donc, principalement, c'est une application qu'on a développée, un programme. D'accord? Et ce programme-là, il a été, bien sûr, conçu pour supporter ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, l'interopérabilité, c'est une interaction entre deux machines, d'accord, qui, bien sûr, va communiquer de façon homogène, d'accord. Donc, quand je dis homogène, c'est que les données qui sont émises par le premier service vers le deuxième service, ils sont, bien sûr, homogènes. Ils vont contenir les mêmes métadonnées et les mêmes données, d'accord. Donc, même le côté description ou spécification des données, elle sera la même. Et bien sûr, il faut introduire cette notion de contrat. D'accord? Donc, entre deux web services, on a forcément un contrat. D'accord? Le web service 1 doit obéir à la requête interceptée par le web service 2 et le web service 2 doit, bien sûr, obéir à la structure acceptée comme réponse par le web service 1. D'accord? Donc, on va essayer de voir quelques topologies qui sont, bien sûr, utilisées par la majorité des web services. Donc, ici, on va introduire un peu la notion des architectures distribuées. D'accord? Donc, principalement, les architectures distribuées, elles ont été conçues pour, bien sûr, être étalées sur plusieurs machines. D'accord? Pourquoi? Je vous explique. Il y a ce côté disponibilité. Donc, si on a, par exemple, une application qui est utilisée par plusieurs utilisateurs, donc forcément, on a besoin de mettre à disposition plusieurs instances de cette application. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, une des instances de cette application va recevoir un nombre très important de requêtes. D'accord? Donc, on doit être en mesure de gérer ce qu'on appelle le load balancing. Donc, il faut gérer cette distribution ou dispatching des masses de requêtes entre plusieurs instances. Donc, c'est ce qui va, bien sûr, fournir pour les utilisateurs plusieurs machines disponibles. D'accord? Donc, supposons qu'on a 1 million d'utilisateurs, si on a une seule instance, donc forcément, la totalité des requêtes qui vont provenir depuis, bien sûr, le front, elles vont être orientées vers un seul serveur. D'accord? Alors que si on a plusieurs machines, donc forcément, on va avoir 33% des requêtes qui seront, bien sûr, envoyées vers la première instance, les seconds 33% vers la deuxième, puis le reste vers la dernière instance. D'accord? Donc, on va commencer par la première topologie. Donc, quand je dis topologie, c'est une structure standard et abstraite à laquelle peuvent obéir les web services. D'accord? Et là, juste pour vous expliquer, vous avez un serveur, par exemple, un serveur web. Par exemple, une application PHP, automatiquement, je reçois, bien sûr, une réponse. D'accord? Cette réponse-là, c'est du HTML. D'accord? Donc, HEDA, c'est l'architecture qui est centralisée. D'accord? Une architecture qui est centralisée, c'est que les utilisateurs vont pointer vers le même nœud. Kemli, les utilisateurs ils vont pointer vers le même serveur. D'accord? Le même centre. C'est ce qu'on appelle une architecture centralisée. D'accord? Une architecture qui est décentralisée, c'est qu'on va avoir plusieurs nœuds, d'accord? Plusieurs centres. Donc, et chaque groupe d'utilisateurs va être, bien sûr, orienté ou converger vers le nœud le plus proche. D'accord? Et ici, on voit juste de la distance. Ici, on mesure. Maintenant, ce nœud-là. Le nœud le plus proche, wesh, c'est le nœud central ou là? Donc, forcément, c'est celui-là. Donc, automatiquement, le nœud, il va
bien sûr, accéder à l'head. Automatiquement, c'est semblable pour les autres. Donc, pour ces quatre nœuds-là, le centre le plus proche, c'est celui-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle une architecture qui est décentralisée. Yani, on n'a pas un seul centre. Et on peut avoir carrément ne pas avoir de centre. Allège. Parce que chaque nœud ici est indépendant pour sa communication. Yani, on va communiquer entre le nœud, mais sans avoir parfois même de centre. Yani, le centre, alors, il peut être un centre comme il peut être un nœud. D'accord? Il peut juste être chargé du dispatching des requêtes. Mais il ne va pas être interprété comme étant un nœud. D'accord? Et là, pour une architecture distribuée, donc l'architecture distribuée, c'est que, bien sûr, euh, tous les nœuds accèdent à tous les nœuds. D'accord? Donc, regardez, c'est la définition. Donc, les nœuds vont accéder à tous les nœuds. Donc, on a une interaction vers tous les nœuds. Donc, regardez, si on regarde, si on prend ce nœud-là, on va voir qu'il a l'edge, d'accord? Donc, les bras, les liaisons entre les nœuds. Il a une liaison pour chacun des nœuds de l'architecture. D'accord? Donc, forcément, il y aura une connexion entre tous les nœuds de l'architecture. D'accord? D'abord, là, on a vu la topologie. D'accord? Donc, là, la structure, bien sûr, qu'on peut avoir dans une architecture distribuée. Donc, là, quand on dit une architecture distribuée, bien sûr, on a parlé de topologie parce que, principalement, des web services, alors, on va avoir une topologie adéquate selon le système qu'on veut. Yani, selon l'architecture et le cas, use case qu'on a, on doit choisir la topologie qui va avec. D'accord? Donc, si on revient vers l'élément, l'architecture. Donc, on va avoir trois types. D'accord? Donc, principalement, il y a ce qu'on appelle les tiers. D'accord? Donc, les tiers, c'est chaque utilisateur, chaque acteur dans une architecture a bien sûr un rôle. D'accord? Un MCU par la première architecture, qui est l'architecture de tiers. Donc, les clients, d'accord, donc les clients, c'est principalement des utilisateurs avec des navigateurs. D'accord? Donc, les utilisateurs qui sont derrière un navigateur, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, un type de connexion. Donc, ils obéissent tous à la même structure. Et Camlin, ils ont un navigateur. D'accord? Et Camlin, on les nomme sous forme de client. Pourquoi? Parce que c'est un client pour l'application. Il a besoin d'avoir des données. Il va demander une ressource et c'est le serveur qui va le répondre. D'accord? C'est pour ça qu'on nomme cette architecture-là comme étant un client. D'accord? Donc, ces clients-là, ils vont attaquer un autre tiers. علاش قلنا deux tiers? Chacun a un rôle précis. D'accord? Et le rôle du client, c'est émettre des requêtes pour avoir une donnée. D'accord? Je veux, par exemple, la liste des produits. La liste des produits se trouve dans la base de données. Puisque cette base de données, c'est elle qui va répondre, donc elle a un rôle différent du client. D'accord? Donc, puisqu'elle a un rôle différent du client, donc c'est une architecture qui est deux tiers. Donc, on a deux tiers, donc deux types de responsabilités. D'accord? Maintenant, on va voir l'architecture distribuée, trois tiers. On a essayé de voir. Donc, on garde toujours le même principe. On a un client, on a une base de données. D'accord? Mais le problème qu'on a sur l'architecture de tiers, pourquoi la 3 tiers a été inventée? Tout simplement parce que les données qui proviennent d'une base de données ont besoin d'être remodelées. Il faut un pré-processing de données pour pouvoir les fournir ou, bien sûr, les mettre à disposition de notre client, qui fait partie de client layer, d'accord? Donc, la couche supérieure. C'est pour ça. Blatia Ousted, je vous réponds maintenant. Il y a une question qui est les services layer sans les business layer. Non, je vous réponds pourquoi. NG, vous avez sauté une étape. C'est l'étape qui vient après. Donc, je continue sur le 3 tiers.
Donc, imaginez que l'utilisateur attaque directement depuis son navigateur une base de données. Il va avoir les données de façon brute. D'accord? Vous avez imaginé une requête select في une base de données. Elle dit que la requête select في la base de données va traduire des données qui sont brutes chez le client. D'accord? Quand je retourne une requête, pour vous dire, là, je retourne des données qui sont bien sûr brutales. Il y a une table, je l'ai consommée depuis la base et je la retourne vers le client. Il n'y a pas eu de traitement sur la base. Alors que sur l'architecture 3 tiers, on a une couche de plus qui s'appelle l'application layer. Donc cette couche-là va être comme un adapteur, d'accord? C'est lui qui va adapter les données qui sont issues de la base, d'accord? Pour pouvoir les mettre à disposition au client de façon propre. Pourquoi? Le client, il a besoin des données qui l'intéressent. Il n'a pas besoin des données sous un format SQL. D'accord? Donc, on a besoin d'un pré-traitement derrière sur la couche applicative pour pouvoir adapter les données et les afficher au client. C'est pour ça qu'on a mis à disposition l'application layer. Maintenant, je vais vous parler d'une architecture qui est entière. Donc, l'architecture qui est entière, c'est 3 couches. D'accord? Donc, ces 3 couches-là, c'est principalement une minute, s'il vous plaît. J'accepte juste les utilisateurs. On regarde. Donc, je continue. Sur l'architecture Redis, c'est ce qui répond bien sûr la deuxième la question de votre camarade, qui sont wesh les services layer ou même le business layer. Je vous explique. Euh, oui et non. Je vous explique pourquoi elle est oui et non. Parce que il y a des services qui font du business, d'accord? Je vais vous donner un exemple très très simple. On a une base de données d'une banque, d'accord? Donc principalement des transactions qui proviennent bien sûr du client, d'accord? Je suis de l'architecture des tiers. On a la couche web layer, donc principalement c'est une couche qui gère les requêtes frontales, d'accord? Donc elle dit c'est elle qui prépare les ressources qui vont être affichées sur le client. D'accord? Je vous explique. Un client qui va bien sûr chez une agence, son agence bancaire, et va consulter par exemple sur sa situation financière. D'accord? On a une situation financière. Donc principalement, il a un compte sur la base de données. D'accord? Et sur ce compte, il a une liste de transactions. D'accord? C'est une autre marche. Ou c'est un client. Donc, un de la table client. Avec les comptes d'ILE, une liste de comptes pour ce client. On peut avoir un compte sur carnet, un compte chèque, un compte épargne ou selon la nomenclature. Donc, on peut avoir plusieurs types de comptes. Donc, ces comptes-là, principalement, il y a des transactions qui sont liées à ces comptes. D'accord? Prendre comme transaction, il y a un paiement que j'ai fait par TPE, j'ai effectué un virement instantané, donc c'est des transactions. Donc ces transactions-là, ils sont enregistrés sur la base. D'accord? Le business layer, c'est une couche qui va bien sûr euh, nous fournir les données dont j'ai besoin. Et j'ai besoin de voir les transactions tel un compte spécifique. Donc, le business layer, علاش سميناها business layer. Quand je dis business, je dis métier. On est en train de parler de la banque. Donc, forcément, le business layer fait des filtres de type. Maintenant, quels sont les comptes du client, quelles sont les transactions d'un certain compte, d'un certain client. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça business layer. D'accord? Le web layer, c'est une couche qui va, bien sûr, transmettre les données qui sont business et les adapter pour être affichées sur le web. D'accord? Maintenant, on revient au service layer.
Service layer, alors, il y a deux exemples. Il y a cet exemple-là. On peut dire que service layer qui n'a service, oui, enfin, business layer, mais pas forcément un service layer qui dit le business, hein. Alors, il faut faire attention. Il y a des services layers, des architectures qui sont ce qu'on appelle une boîte aux lettres. Je dis une boîte aux lettres. Ils prennent les données de la base telles quelles et ils les remettent le web layer. On ne modifie rien dans le métier. D'accord? C'est pour ça qu'on emploie le terme business layer au lieu de service layer. D'accord? Pourquoi? Parce que service layer, راه تقدر تكون غير un intermédiaire. Elle va prendre les bases, les données depuis la base et les émettre telles quelles. يعني هو c'est juste un intermédiaire, parfois juste pour sécuriser une transaction. علاش كنديروا principalement service layer pour alléger, d'accord? Pour alléger la base. علاش un service layer il va se confronter à 1 million de requêtes et il va savoir les dispatchs. D'accord? Par exemple, un utilisateur met un compte, je vais bien sûr tronquer la requête. D'accord? Donc, pas forcément service layer qui dire le business layer. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je peux élaborer encore plus si vous voulez. Oui, pour la gestion des ressources. Il y a toute une partie qui est dédiée aux ressources. Allez, je vous explique. Euh, pour l'instant, on parle juste des MVC Web Service, mais on n'a pas, je répète, on n'a pas encore attaqué l'architecture REST. D'accord? Donc, à quel moment on parle techniquement de ressources? C'est quand on traite une architecture REST et sincèrement, c'est pas pour cette partie, on va la voir après. D'accord? Donc, la notion de ressources, c'est une notion propre à l'architecture REST qui est loin de ce dont on est en train de parler. D'accord? Donc, je passe ici à sur Hado. Je vais essayer de tronquer ces parties-là. Ils ne font pas partie de votre cours, hein. Je voulais juste vous briefer sur ça, d'accord? Donc, comme ça, pour que vous ayez des idées, d'accord? Moi, j'essaie de voir quels sont les éléments qu'on peut intégrer sur votre programme. D'accord. Donc, là, je vais un peu vous introduire aussi à ça. Il y a ce qu'on appelle les architectures peer-to-peer. Donc, là, on a parlé si on revient vers ça, principalement on a un serveur, d'accord? Il y a une base de données et des clients, d'accord? Mais je reviens vers la notion que, et là, c'est une architecture centralisée. Pourquoi? Elle est centralisée. Elle est centralisée et les architectures centralisées font partie des architectures distribuées, d'accord? Donc, quand je dis centralisé, c'est que deux requêtes de deux clients différents vont converger vers le même serveur ou là la même base de données ou là la même couche. D'accord? C'est pour ça que je dis une architecture centralisée. Alors, on va deux instances. Peut-être que cette instance-là est juste pour le load balancing. Yani, elle va être opérationnelle, mais cette instance va bien sûr recevoir une charge importante. Hadi, elle va bien sûr l'aider et va alléger un peu la charge sur la première. D'accord? Maintenant, on va voir l'architecture qui est peer-to-peer. L'architecture peer-to-peer ici, je vous donne un exemple. Euh, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont déjà, par exemple, acheté de la crypto-monnaie. D'accord? Donc, la crypto-monnaie, c'est principalement les crypto-monnaies en général, c'est des tokens. D'accord? C'est des tokens blockchain. D'accord? Donc, qui sont issus de, bien sûr, de transactions blockchain. D'accord? La blockchain, l'avantage avec la blockchain, c'est qu'elle n'a pas un serveur précis, d'accord, spécifique. La blockchain, elle est distribuée sur tous les utilisateurs qui font qu'on appelle le proof of work. D'accord? Donc, le peer-to-peer, un exemple de l'architecture peer-to-peer, c'est l'architecture de la blockchain. D'accord? C'est une architecture un peu avancée. On n'en aura pas besoin pour l'instant, mais c'est bien de la savoir comme ça pour faire la différence entre une architecture centralisée, les serveurs clients, d'accord?
ou le peer-to-peer. On a l'architecture qui est en cluster, d'accord? Le clustered architecture, c'est une topologie où, bien sûr, on a la notion de soit master-slave, soit worker, d'accord? Donc, master et worker. D'accord, donc worker node et master. Et vous allez voir que la taille de le nœud هذا, elle est plus grande que les autres. Ça veut dire que c'est elle la master, ou هادو, c'est les workers. Et quand une requête va être émise vers le nœud هذا, d'accord, vers toute cette architecture, c'est ce nœud qui est le master node qui va recevoir la requête et va la dispatcher sur les autres petites instances. D'accord? Donc, là, on essaie juste de voir bien sûr plusieurs exemples pour que vous puissiez être prêt pour la suite. D'accord? Maintenant, je reviens vers votre cours. D'accord, Anna, je me suis dit que c'était bien que vous sachiez ça. Je repartage juste l'écran. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, on a les web services. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un client, on a plusieurs types de clients. On a client layer. Alors, quand je dis IoT, ou Internet of Things. D'accord. Donc, Internet of Things, je vous donne un exemple direct de Internet of Things. Votre passe Jawaz sur la station de péage, c'est de l'IoT. Pourquoi? C'est l'Internet of Things parce qu'il y a des capteurs. D'accord? Il y a des capteurs qui émettent plusieurs données par minute. D'accord? Avec juste les passages de plusieurs voitures. Donc, c'est des capteurs qui vont émettre des données qui seront, bien sûr, dirigées vers des services. D'accord? Et là, pour diffuser un peu la confusion, il faut différencier entre un web service et un microservice. D'accord? Euh, un microservice, c'est un web service. D'accord? Mais il est plus focalisé sur le métier. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, un microservice AD, il va gérer juste les transactions. Par exemple, maintenant, des Jawaz, supposons que à chaque fois qu'une voiture passe par le péage, il y a un capteur qui détecte votre passage, d'accord? Et le tag de votre dispositif Jawaz, et va bien sûr faire un update sur une base de données. Bien sûr, dire que, bien sûr, puisque vous avez un solde de 100 dirhams, vous avez passé un péage à 6 dirhams, donc le nouveau solde sera de 94 dirhams. D'accord? Donc, si le microservice, puisque bien sûr, le microservice, c'est un web service, mais il est dédié spécialement pour le calcul des retraits sur votre solde Jawaz. D'accord? Donc, automatiquement, on dit que c'est un microservice. Pourquoi? Parce qu'il fait un petit métier spécifique. D'accord? Eh bien, supposons que l'IoT, il y a des données qui sont produites. Il y a ce qu'on appelle un API Gateway. Un API Gateway, on a comme directement chez l'API Gateway. Supposons que vous êtes sur le terrain, d'accord? Vous êtes en train de pour voir un match. D'accord? Là, spécial, c'est un petit message pour les gens qui sont en train de voir le match au lieu du cours. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a des requêtes depuis l'IoT, donc on a des capteurs Jawaz qui vont émettre une requête. L'API Gateway, c'est le terrain que sera un agent l'entrée. Selon votre ticket, par exemple, il va vous dire quelle porte vous devez, bien sûr, cibler. D'accord? Donc, puisque l'IoT, c'est des données liées à Jawaz, donc forcément, il va attaquer le service des Jawaz. Donc, le gateway, il va rediriger cette requête vers le service adéquat. D'accord? Et c'est une façon de cacher derrière, ou là, en dehors, à l'extérieur de notre architecture, elle cache, bien sûr, les adresses vers les microservices. C'est un peu de sécurité sur votre architecture pour éviter de rediriger directement les requêtes vers votre microservice. Donc, le gateway, c'est un portail qui va, bien sûr, c'est une porte qui va rediriger selon la requête que vous avez choisie, vers quel service vous devez être redirigé. D'accord?
Donc, je vais bien sûr parler un peu des éléments de cette architecture. Donc, principalement, il y a ce qu'on appelle les message brokers. D'accord? Donc, les message brokers, c'est pas des bases de données qui sont persistantes. D'accord? C'est des bases de données qu'on appelle des bases de données volatiles. D'accord? Les bases de données volatiles, c'est principalement des bases de données qui vont conserver une donnée pour un créneau, pour un intervalle, bien sûr, spécifique. Supposons qu'on a, bien sûr, configuré l'intervalle à 5 secondes, à 5 minutes, pardon. Donc, automatiquement, on va conserver la donnée durant 5 minutes. Et elle va être détruite juste après, bien sûr, les 5 minutes. D'accord? Principalement, ces bases de données, elles sont utilisées pour les systèmes qui souffrent de lenteur. Je vous explique. Supposons qu'un système est en train de traiter, il a une cadence de traitement de 4 requêtes par seconde. Ce service-là va recevoir, par exemple, 50 requêtes par seconde. D'accord? Puisque ce service, bien sûr, va tronquer les requêtes dont il n'a pas besoin, donc automatiquement, il va exécuter 4 requêtes sur les 20 qu'il a reçues. Et il va tronquer les 16 restantes. Donc, elles seront jetées à la poubelle, non exécutées. Bien sûr, ici, sur ce service, sur les messages brokers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une file d'attente. D'accord? Bien sûr, si le serveur n'accepte que 4 requêtes par seconde, donc on va mettre une file d'attente pour que, bien sûr, ce serveur puisse consommer de cette file d'attente 4 par 4. Pourquoi? Parce que sa capacité est déjà réduite à 4 requêtes. D'accord? Donc voilà, c'est parmi les éléments qui font partie de l'architecture web service. D'accord? Donc on a ici le service registry. D'accord? Le service registry, bien sûr, à chaque fois qu'on a un service qui est lancé, il va s'inscrire sur le service registré. Comme ça, pour que chaque requête qui provient depuis le client, on sait très bien que pour service IoT, sur service registré, voilà son IP. D'accord? Donc, le service registré, c'est une sorte de registre, de liste, bien sûr, de serveurs qui vont être regroupés avec leur, bien sûr, business purpose. Donc, supposons qu'on a, bien sûr, ici, une requête qui provient de l'IoT, et puisque, bien sûr, cette requête doit être redirigée vers le microservice, bien sûr, qui fait de l'IoT. Donc, sur ce service registré, on a, bien sûr, IoT ici, et redirigé vers serveur 1. Donc, automatiquement, c'est le gateway qui va rediriger la requête. D'accord? Le distributed tracing, donc automatiquement, chaque requête qui va passer, puisqu'on est dans une architecture distribuée, donc on a ce qu'on appelle la traçabilité. Donc il faut tracer chaque requête qui passe. À chaque fois qu'on a une requête qui est IoT, on cherche sur le registre pour avoir l'équivalent. Et c'est le gateway qui va bien sûr dire ici au distributed tracing d'enregistrer de journaliser plutôt cette requête. La journalisation, c'est bien sûr des données qui sont simples. On a reçu requête depuis client tel et tel vers serveur tel et tel avec quantité de données tel et tel à l'heure et de la date tel et tel. D'accord? Donc, il faut tracer ici notre requête. D'accord? Ici, pour le config dashboard. Donc, le config dashboard ici, c'est parfois, il y a des services qui changent d'IP. D'accord? Donc, on doit être en mesure de réadapter le service registré. Pourquoi? Parce que si un IP change, on doit être en mesure de changer ça sur la config pour que le service registré puisse reconnaître la nouvelle instance. D'accord? Donc, vous me dites maintenant s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites maintenant. D'accord? Donc, je passe. Euh,
Rappelez-vous ce que je vous ai dit la séance dernière. D'accord? Donc, la séance dernière, je vous ai, je vous ai parlé, si vous vous rappelez, du côté contribution. D'accord? Donc, principalement, Java est constitué, bien sûr, d'une communauté. Donc, c'est elle qui va supporter de façon régulière tous les patchs, bien sûr, pour corriger à travers des versions, les évolutions de Java. D'accord? Donc, la même chose est projetée sur le framework Spring. D'accord? Donc, si on a bien sûr un- une librairie qu'on veut développer. Donc, on peut la mettre sur, par exemple, sur Git et elle sera bien sûr supportée par une communauté si elle est intéressante. D'accord? Donc, Spring, bien sûr, il a été principalement conçu pour gérer des applications web. D'accord? Donc, c'est pour rendre plus, bien sûr, Java J2E plus manipulable. Donc, euh, apporter plus de flexibilité, optimiser le temps de développement. Donc, c'est pour ça que Spring a été mis en place. Donc, je vais commencer un peu par un peu d'histoire. Donc, la première version a été mise en place par Rod Johnson. Donc, cette version a été mise en place en 2003. D'accord? Donc, à cette époque-là, c'était une version juste sur du développement, il n'y avait pas de production. Alors qu'en 2004 et 2005, bien sûr, il y a une version qui a été dédiée pour la production. D'accord? Donc, ils ont reçu carrément un prix qui est le JAX Innovation Award pour leur création. D'accord? Puis, il y a eu Spring 2.0, donc en octobre 2006, qui est basé principalement sur du Java 1.3. D'accord? Et donc, les nouveautés étaient bien sûr l'introduction de Aspect-J, qu'on va voir après, bien sûr. C'est pour gérer les aspects des classes. Et JPA, bien sûr, qui est dédié à la persistance des données et l'interaction avec les bases de données. Juste après, donc, on a eu la version 2.5 en novembre 2007. Donc, cette version-là de Java, euh, donc principalement, c'est une version un peu ancienne, c'est la version 4. D'accord? Donc, à ce moment-là, à cette époque, on nommait les versions en 1 point, bien sûr, la version. Donc, 1.4, 1.5, 1.6 et ainsi de suite. Donc, les introductions ici, les nouveautés, c'est les XML namespaces, d'accord? Et les annotations. Donc, on va voir ça en détail. Puis, il y a eu la version Spring 3 en décembre 2009, qui est basée sur du Java 1.5, d'accord? Donc là, on a commencé à introduire l'architecture RESTful, d'accord? Et le Spring Expression Language, qui est Spell. Puis, bien sûr, plus d'annotation et la notion de Java config. D'accord? Donc, on va voir tout ça de façon détaillée. D'accord? Donc, là, si on parle du principe de la contribution, donc principalement, c'est des modules qui vont être développés par la communauté. D'accord? Donc, donc, on va un peu citer quelques modules qui ont été développés par la communauté de Spring. D'accord? Donc, on a ici le framework Spring en général. D'accord? Donc, ici, quand je parle de framework Spring, c'est principalement le cœur, bien sûr, du framework Spring qui a été développé. D'accord? Donc, sur le cœur du framework Spring, il y a eu, bien sûr, un module, pardon, qu'on a vu tout à l'heure, qui est le Spring MVC. Donc, c'est une partie de Spring qui gère juste les modèles MVC. Donc, on va voir un exemple après. On a ici Spring Security. D'accord? Donc, Spring Security, c'est un petit dérivé de la librairie Spring pour gérer la sécurité. D'accord? Et puis, bien sûr, on a Spring Web Services, donc principalement, si vous vous rappelez de l'architecture tout à l'heure. Donc, celle-ci, Spring Web Services a été mis en place pour, bien sûr, gérer juste
les web services. D'accord? Donc, c'est lui qui va principalement introduire, bien sûr, la notion de REST et SOAP sur la communauté Spring. D'accord? Donc, on va voir ça après. Donc, on a Spring Data qui gère principalement les interactions entre la base. D'accord? Donc, si on a une interaction avec la base de données, c'est Spring Data qui va gérer les transactions. D'accord? Et derrière, il y a du JPA, bien sûr. Et sous JPA, on sait très bien qu'il y a Hibernate. D'accord? Voilà, donc on va voir après Hachad, le framework Hibernate, donc l'implémentation de Hibernate et comment, bien sûr, on peut opérer avec Hibernate. D'accord? Voilà, donc ces modules-là, ils ont été développés pour, bien sûr, aider la communauté Spring à développer, bien sûr, de façon optimale et rapidement des applications web. D'accord? Donc là, on va un peu s'incruster sur les différentes couches, bien sûr, de Spring. Donc, on a les éléments principaux qui sont, bien sûr, les composants de la couche Data Access. Donc, la couche Data Access, c'est tout ce qui englobe les interactions entre la base de données et notre application. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a une transaction, rappelez-vous toute la dernière séance, à chaque fois qu'on a une transaction, on a le Java Database Connectivity. D'accord? Donc, automatiquement, il faut créer une connexion avec la base. Pourquoi? Je vous explique. Une base de données principalement communique avec du protocole, bien sûr TCP/IP, sous forme de socket. D'accord? Donc, ce n'est pas du HTTP, ce n'est pas du FTP, ce n'est pas du SSH, mais bien sûr, une couche encore plus inférieure que, bien sûr, les protocoles existants. Donc, on a le protocole ici, TCP/IP. Bien sûr, c'est la couche qui vient juste avant. C'est avec ce protocole-là que, bien sûr, on communique avec les bases de données en passant par JDBC. D'accord? On a l'ORM. D'accord? Donc, principalement, si on n'a pas, bien sûr, si on a une couche de données, donc forcément, il nous faut une interaction ou un mapper entre, bien sûr, JDBC et notre application. D'accord? Donc, l'ORM ici, c'est l'Object Relational Mapping. D'accord? Donc, c'est une façon de, bien sûr, de prendre, d'interagir avec une base de données, de récupérer les données et de les adapter sous forme de classes. D'accord? Donc, il va les adapter sous forme de données compréhensibles par notre application. D'accord? Donc, il y a des couches qui sont devenues un peu obsolètes, c'est OXM et JMS. Mais bien sûr, tout repose sur l'aspect transactionnel. Donc, à chaque fois qu'on a une transaction, donc, principalement, elle passe par JDBC puis l'ORM. D'accord? Dans cet ordre. D'accord? Donc, principalement, cette couche-là, elle fait la connexion, bien sûr, elle établit la connexion avec la base. Elle effectue le mapping des données entre les colonnes qui proviennent de la base et les classes qu'on a sur notre application. Et puis, bien sûr, on gère le côté transaction. D'accord? À chaque fois qu'on a une transaction, donc, automatiquement, on passe par cette couche-là qui est le Data Access Integration. D'accord? Donc, la deuxième, c'est la couche web. Donc, principalement, elle est constituée, rappelez-vous tout à l'heure, d'un socket. Mais puisque c'est une couche web, donc on passe par du web socket. D'accord? On a la notion du servlet, d'accord? Le portlet et le web. D'accord? Donc, pour le WebSocket, c'est le protocole, bien sûr, avec lequel il va communiquer avec l'utilisateur. D'accord? Donc, allez, je vous explique. On est sur un navigateur, d'accord? Et on veut établir une connexion directe. Ce n'est pas une requête HTTP, mais c'est un socket. D'accord? Donc, cette interaction-là,
c'est une communication en utilisant un protocole web. D'accord? Et pour vous dire, là, bien sûr, ce protocole-là, c'est du HTTP ou l'HTTPS principal. D'accord? Et puisque ici, bien sûr, on a la connexion avec le WebSocket pour recevoir les documents HTTP, donc c'est la servlette qui va se charger de recevoir cette requête et de l'interpréter. D'accord? Et là, elle a deux choix. Donc, soit elle va, bien sûr, répondre une réponse web, soit, bien sûr, on va utiliser une réponse qui est une vue web qui est compacte. D'accord? Donc, on va envoyer au client toute une vue, bien sûr, UI. D'accord? On a le côté adaptation des objets ou AOP, d'accord? AOP ou bien sûr Aspect Oriented Programming, d'accord? Donc AOP, ça veut dire Aspect Programming, euh, Aspect Oriented Programming. Donc on a bien sûr cette couche qui existe des fois sur Java, donc c'est une couche qui a été induite forcément directement depuis les librairies Java. On a les aspects, donc ici aussi, donc elle fait partie de la librairie Java. L'instrumentation, bien sûr, donc c'est pour ça qu'on a besoin, bien sûr, euh, de créer quels sont les adapteurs. Donc toutes les fonctions qu'on va mettre en place sur l'instrumentation vont utiliser ces aspects-là pour pouvoir adapter les objets. D'accord? Donc sur le core container, une seconde, j'accepte votre camarade. Sur le core container, donc on retrouve des composants de base. D'accord? Donc, c'est les composants du framework. Le premier composant, c'est les beans. Donc, rappelez-vous, à chaque fois que je crée un bean, donc c'est une classe qui a une instance. Et cette instance-là, donc, elle peut avoir des scopes. Donc, le bean header, l'instance que j'ai créée, je vous donne un exemple. User1 equal new user. Donc, cette instance user1, d'accord? Alors, elle peut facilement, bien sûr, être soit créée une fois ou là, plusieurs fois dans notre application. D'accord? Je vous explique. Un dit utilisateur, là, je peux la créer une seule fois dans une méthode. D'accord? C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le prototype. Sinon, je peux la créer dans l'ensemble de l'application. Il y a un scope qui s'appelle le singleton. Donc, l'instance de l'application d'Elicam, là, je vais créer une seule fois l'instance user. D'accord? Et je ne vais pas la recréer après. D'accord? On a le corps. Le corps, donc principalement, il se compose de toutes les, il est composé de toutes les fonctions nécessaires à notre framework Spring. D'accord? On a le contexte. Donc, le contexte, à chaque fois qu'on crée une application Spring, donc automatiquement, le contexte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contenir tous les bins qui ont été créés sur le système. D'accord? Car les instances vont appartenir au contexte. Et on peut créer plusieurs contextes par instance. D'accord? Et affecter chaque bin ou chaque groupe de bin vers son contexte respectif. D'accord? Donc, puisque ici, bien sûr, on a tout un framework, donc principalement, il nous faut un langage de manipulation. C'est pour ça qu'il y a le composant Spring Expression Language. D'accord? Donc, le Spring Expression Language, il a été principalement créé pour interpréter des expressions spéciales. D'accord? Donc, ces expressions, c'est ce qu'on appelle les Spring Expression Language. D'accord? Voilà. Et puis la partie test, donc forcément, si on exécute, si on ajoute un composant ou qu'on, bien sûr, modifie la structure de notre application, il faut passer par la phase de test pour vérifier si, bien sûr, toutes les fonctions s'exécutent très bien ou contiennent des fausses manipulations. D'accord? Voilà. Vous me dites, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose qui n'est pas encore clair à vos yeux, vous me prévenez maintenant. D'accord?
D'accord, donc on enchaîne. Voilà, donc là, on va un peu rentrer en détail. D'accord, sur une application Spring, on a principalement ce qu'on appelle l'application context. D'accord, toute instance qui va être créée, donc tout élément, bien sûr, qui va être initié sur notre application va être dans l'application context. D'accord? Donc, principalement, l'application context, c'est un conteneur, d'accord? C'est une instance qui va contenir plusieurs instances, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de l'inversion of control, d'accord? L'inversion of control, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une instance d'une classe, cette instance-là appartient à une autre instance de classe, d'accord? C'est pour ça qu'on dit inversion of control, d'accord? Donc, ce qui va se passer derrière, c'est que je vais créer une instance et elle va être interprétée par le IOC, le Spring IOC. D'accord? Ça marche. Donc, ici, directement, donc, on a la notion de bin. D'accord? Cette notion de bin-là, c'est bien sûr un objet défini. D'accord? Et il est manipulé par le contrôleur. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'instance de user. D'accord? On crée user. User 1 equal, d'accord, donc new user, donc on l'initie. Mais cet objet-là, il va être manipulé sous forme de bin dans le contexte, d'accord, avec bien sûr ce qu'on appelle une portée, d'accord, ou scope. Donc chaque bin a par défaut un scope, d'accord. Donc le scope que j'ai ici, c'est le premier qui est le scope simple, qui va employer, bien sûr, deux types de scope, soit le singleton, soit le prototype. D'accord? Donc, quand je vais créer un bin dans l'application context, je vais créer une instance de type soit singleton, soit prototype. D'accord? Et bien sûr, dans la notion du singleton, c'est que quand je crée une instance qui est singleton, je ne peux pas avoir au-delà d'une seule instance. Donc, soit c'est zéro, soit une instance. Et cette instance-là, elle est exécutée dans l'application context. D'accord? Alors que le prototype ici, il y a plusieurs instances et leur portée est très, très réduite. D'accord? Donc, je vous explique un exemple de prototype. Supposons que je veux dire que cette instance-là doit vivre seulement durant tant que j'ai ces instances-là qui vivent. D'accord? Donc, tant que, bien sûr, le système, bien sûr, englobe cette instance. Donc, je peux en créer d'autres dans plusieurs dans parties, bien sûr, différentes de mon application. D'accord? Donc, forcément, je peux créer plusieurs instances, alors que le singleton est créé une seule fois par application context. On a le scope runtime. D'accord? Donc, le scope runtime, donc, c'est soit un thread, d'accord? Soit une implémentation présentée. Donc, quand je dis le runtime, supposons que j'ai bien sûr une application que j'ai lancée, d'accord? Donc, la balle, bien sûr, qui est émise vers notre application context, elle va être interprétée, bien sûr, par le système. Yani, on ne parle plus de singleton dans l'application context. On parle d'une instance qui est gérée au niveau du système. Ce n'est pas une seule instance application context, mais une seule instance dans tout le runtime. Supposons que l'application Java tourne sur JVM, principalement c'est le cas qu'on a. Si cette application tourne sur JVM, donc l'instance qu'on crée, elle tourne que sur JVM. D'accord? Ou là sur JVM quand même. Donc on ne peut pas en créer une autre JVM.
D'accord. Et puis, on a les scopes web, d'accord? Donc, principalement, qui est des bins qui vont vivre juste dans l'espace d'une requête, soit ou là, des bins qui vont vivre dans l'espace d'une session, et tant que l'utilisateur est connecté et il émet des requêtes, donc la session est vivante, donc j'ai, bien sûr, mon bin qui est toujours instancié, sauf Global Session. Donc, quand je dis Global Session, c'est la session globale de l'application. Et si le serveur est exécuté, donc elle dit c'est une session globale. D'accord? Donc, je peux dire que je peux conserver ces données-là qui peut-être reprogramment la session globale. D'accord? Donc là, on va parler des différents types d'instanciation. Vous me donnez, s'il vous plaît, une minute.
Donc, je continue. Donc, il y a plusieurs façons avec lesquelles, bien sûr, on peut définir un bin dans l'application context de Spring. Donc, on a la première technique, c'est d'instancier le bin sur un constructeur. D'accord? Donc, on instancie à partir d'un constructeur. Donc, vous vous rappelez du constructeur d'une classe Java. Donc, on peut mettre le bin au sein de notre constructeur. D'accord? Donc, on va déclarer le bin et on va bien sûr faire appel à ce bin-là sur le constructeur comme étant un paramètre. D'accord? Supposons que j'ai mon bin, donc je vais appeler mon bin avec M et B majuscule et le nom du paramètre sera en M minuscule et B majuscule. Donc, là, si vous vous rappelez la dernière séance, je vous ai parlé du camel case. D'accord? Et je vous ai parlé de l'importance des camel case dans des applications, dans des frameworks comme Spring. D'accord? Donc, si on fait attention au camel case et qu'on respecte la nomenclature d'un bin, on emploie par exemple le P, le M majuscule et le P majuscule. Donc, automatiquement, avec mon bin, elle va être interprétée par le framework. Et ici, je ne nomme pas correctement le paramètre et l'instanciation, donc automatiquement, il ne va pas le reconnaître. On va provoquer ça, d'accord? On va voir ça sur les TP. On va provoquer que, bien sûr, Spring ne va pas reconnaître un bin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la nomenclature, d'accord? Sinon, on peut passer par des setters et getters, d'accord? Et on peut passer par un setter, c'est set mon bin, automatiquement, donc je fais appel à mon bin. Et si je fais le get mon bin, donc je récupère le bin, d'accord? Donc supposons il est qu'un singleton. Rappelez-vous que le singleton, c'est une seule instance créée sur un application context, elle est créée une seule fois et utilisée durant tout le cycle de vie de notre application. D'accord? Donc, si on emploie ici le setters et le getters, donc ça revient au même le constructeur, aussi l'auto-wired. Donc, on va voir une autre annotation après qui est l'auto-wired. Et on va lier automatiquement un bin à son instance la classe. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va parler de l'injection de dépendance. Si quand on déclare un bin, d'accord, quand le bin est déclaré et quand on emploie notre bin dans une autre classe, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Pourquoi? Parce que avec le bin, quand on l'a créé, et le moment où on l'emploie dans une autre classe, donc on crée une dépendance de la classe 1 avec notre bin. D'accord? Donc notre classe 1 est dépendante de notre bin. Donc on fait de l'injection de dépendance. D'accord? Donc automatiquement, on peut utiliser, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux variantes de l'injection. D'accord? Soit on utilise l'injection à travers un constructeur, soit l'injection à travers un setter. D'accord? Comme je vous ai dit, les constructeurs, j'ai appelé un paramètre au sein de mon constructeur mon paramètre. Donc, automatiquement, mon bin, et j'ai bien sûr nommé le nom de l'instance avec mon bin M minuscule. Donc, là, je fais appel à mon bin. Et automatiquement, je fais l'injection de la dépendance. D'accord? On va essayer de voir un petit exemple, d'accord, de la déclaration d'un bin, d'accord? Donc, essayez de voir ici, d'accord? Là, je vais essayer d'éliminer ça d'abord. Je vais décaler ça pour voir, d'accord? Je ne sais pas pourquoi l'animation a sauté. Donc, j'ai le fichier beans.xml, d'accord? Donc, principalement, sur une application Spring, vous allez trouver un fichier qui est nommé beans.xml. Et c'est sur ce fichier beans, d'accord, qu'on va déclarer tous les bins de notre application. Donc, bin 1, bin 2, et ainsi de suite. D'accord? D'abord, on va voir un petit exemple d'un bin, d'accord, qui est data source. D'accord? Pourquoi on a choisi le bin data source? Je vous explique. Euh, Principalement, une application Spring, dans la plupart des scénarios, on va attaquer une base de données qui va
bien sûr, nous fournir des données spécifiques. D'accord? Donc, à de la base de données, il faut qu'on déclare une seule fois data source. Je vous explique pourquoi. D'abord, supposons à chaque requête qu'on reçoit depuis le front. Donc, cette requête-là, n'oubliez pas qu'à chaque fois que je reçois cette requête, c'est une connexion qui est émise vers la base. Yani, pour se connecter à une base de données MySQL, automatiquement, c'est une requête qui passe par un socket. D'accord? Donc, c'est une requête qui passe à travers le protocole TCP/IP. Donc, ça va prendre minimum, on va dire 500 millisecondes ou une seconde pour créer une connexion. Donc, ça impacte directement notre requête. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque requête qu'on reçoit, il faut qu'on recrée cette connexion. Donc, par défaut, on est pénalisé par une seconde de connexion. D'accord? Alors que si on crée un bin ici de type singleton, ransomware data source, d'accord? Il va hériter de la classe org Apache Commands DBCP Basic Data Source, qui est une dépendance JDBC qui va me créer une connexion vers ma base de données. Donc, je vais créer la connexion une seule fois. D'accord? l'URL de la base, localhost 3306 MySQL, le username et le password, et je vais créer le bin une seule fois, autant que singleton. D'accord? Je vais créer une instance data source qui est une connexion qui reste ouverte. D'accord? Donc, c'est une connexion sur mon application qui est ouverte vers la base de données. Donc, je n'ai pas besoin de réouvrir cette requête à chaque fois que je reçois une requête depuis l'utilisateur. L'utilisateur va afficher les produits. Je ne vais pas pénaliser de la requête par une seconde. À chaque fois, je recrée la connexion. Là, déjà qu'il y a un singleton data source. Et le singleton data source, il va répondre à la requête de l'utilisateur. Et on est directement effectuer le select maintenant. Select from, la connexion qu'il y a. Donc, je perds seulement le temps d'y select. La connexion, elle est déjà ouverte. Donc, je perds une seconde, une seule fois. À la première connexion, là, à la création de mon application, l'application context, si on revient ici, il représente le conteneur de notre application Spring. Et à chaque fois qu'on crée un bin de type مثلا singleton ou data source, il va être créé au lancement de l'application. On va dire la start, va créer la data source. D'accord? Donc j'ai une connexion qui est ouverte régulièrement. D'accord? Donc là, je me focalise juste sur les selects. Je réponds aux requêtes de l'utilisateur sans recréer la connexion. L'usage des bins. C'est pour ça qu'on emploie des bins. C'est pour éviter de recréer des instances à chaque fois qu'on a une requête. D'accord? C'est une instance qui est vivante. Pourquoi? Il est dans public static void main, une application Java. On a déclaré data source. Une new data source, on a la connexion. Dès qu'on l'exploite, alors automatiquement, ça fait, il est fermé. Le contexte des data source, il ne vit que dans le public static void main. Il ne va pas être opérationnel dans d'autres instances. D'accord? Donc, j'ai besoin d'une instance que je peux consommer à n'importe quel moment. D'accord? Alors maintenant, je vais expliquer de façon très, très détaillée le singleton. D'accord? Donc, le singleton permet de définir les instances en une seule instance par conteneur. Et à chaque fois que je crée, rappelez-vous, le conteneur inversion of control, donc Spring inversion of control, c'est un application context. C'est un conteneur. Donc, le singleton, c'est une seule instance qui va être créée par conteneur. Je vous donne un exemple. J'ai créé une application Spring, d'accord? L'application Spring, par défaut, elle me crée un contexte. Un seul. D'accord? Mais j'ai la possibilité d'en créer plusieurs. On va provoquer la création de deux contextes, deux application contextes. Mais l'application contexte, il va pointer sur le fichier beans. D'accord? Donc, à chaque fois que je lance mon application, غيمشي يقرا لي le fichier beans. Et يشوف شنو هما les beans que je dois déclarer une seule fois. Et ces beans que je vais déclarer une seule fois, c'est les singletons. D'accord? Les prototypes.
Les prototypes, c'est une instance pour avoir un nombre quelconque d'instances d'objets. Yani, à chaque fois que je vais créer une instance, l'instance, elle vit dans le contexte, mais je peux en créer une. Yani, ما يمكنش نسمي غير واحدة data source. Je peux créer plusieurs data sources. هذا هو le type prototype. Request, c'est une requête qui vit par requête HTTP. Yani, à chaque fois que je reçois une requête de le client, avec le bin, il ne vit que dans le scope request. يعني ملي كتجي la requête et je réponds au client par response, c'est bon. Donc l'instance elle est détruite. D'accord? Et le scope request, il est valide seulement pour l'application context de type web. Alors, on va voir après la différence entre application context IDEA et normal et l'application context de type web. D'accord? Voilà. Puis on a le scope session. D'accord? Le scope session, c'est principalement, si bien sûr on crée une session HTTP, je vous explique. D'abord, supposons que l'utilisateur accède à notre serveur. D'accord? N'imaginez pas qu'à chaque fois, bien sûr, que l'utilisateur accède à mon serveur depuis un navigateur connu, alors je recrée la session. Non, je vous explique. La session, elle reste vivante. Et عندها واحد TTL. Alors, je vous avais expliqué ce qu'est le TTL. Le TTL, c'est le time to leave. Yani combien de temps, après la première requête de mon utilisateur, la session va rester vivante. D'accord? Mais à chaque fois que je vais recevoir une requête, je vais lui créer une autre session. Non. Je garde sa session ouverte. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'un utilisateur, quand il accède à un site web, par exemple un site e-commerce, voilà, il va lister les produits, puis il va accéder à chaque produit de façon détaillée. D'accord? Donc, à ces deux requêtes entrent dans l'espace d'une minute. Et puisque ces deux requêtes ont l'espace d'une minute, pas besoin de fermer la session. On lui crée une seule session. Et tant qu'il accède encore, il compte le site web, donc forcément, donc, on a la session qui vit derrière le backend. D'accord? Et ici, le bin qui vit dans une session, tant que le time to leave d'une session est bien sûr est encore vivant, donc automatiquement, time to leave, le temps je vais skip, je vais sortir de la session. Tant que je suis en train de recevoir des requêtes, dès que le bin, alors, il vit toujours. D'accord? Donc, il vit dans l'espace d'une session. Le global session, elle n'est pas liée à l'utilisateur, mais à l'application. Et quand je lance l'application, qui a automatiquement ce qu'on appelle global session. D'accord? C'est une session globale. D'accord? Donc, automatiquement, on va focaliser elle a un groupe d'utilisateurs. Il y a un groupe d'utilisateurs qui ont la même session. Ça marche. Et elle est valide par application context web. Et le bin, il vit dans la session globale. يعني le scope ديالو سميتو global session. يعني ملي كنقول لكم scope يعني la portée de notre bin. La portée ici de mon bin global session, c'est un bin qui vit durant toute la session globale. Alors que sur la session ici, il vit seulement durant la requête. D'accord? Voilà. D'abord, on va voir un peu comment on va créer un bin sur notre contexte. Je vais décaler un peu ça en haut, d'accord? Donc, principalement, tout fichier XML, puisqu'on est en train de créer un fichier beans.xml, donc il faut quelle est la version et l'encoding, d'accord? Alors, quand je dis version, c'est la version de XML. Ça marche. Donc, même pour l'interprète des Spring, il va savoir que la syntaxe utilisée ici, c'est du XML version 1, d'accord? L'encoding UTF-8, c'est l'encodage des caractères. Par exemple, il y a une nomenclature avec des caractères spéciaux et c'est pas moi, des accents, des espaces, des tirets. Donc, l'encodage de ces caractères-là, il est de type UTF-8. Si je le change, il y a plusieurs caractères qui vont être
qui sont sensibles à la casse ici. D'accord? Donc, je me mets d'accord dès le début sur l'encodage de mon fichier beans. Et par défaut, la plupart du temps, on va UTF-8 pour des cas spéciaux. D'accord? Donc là, je vais déclarer un bin simple. Je lui donne l'ID, je lui donne la classe et je lui donne le scope. D'accord? Donc là, il dit hello my bin. La classe, donc je vais pointer vers ma classe, par exemple comme point mon projet, point ma classe. D'accord? Et le scope, là, je choisis entre singleton, prototype, d'accord? Runtime, session et global session. Ça marche? Maintenant, la définition d'un bin, lazy. شنو هو lazy? Lazy init, c'est que dès que je lance, bien sûr, ici, le bin que j'ai créé, il est initié au lancement de l'application. Mais si j'ajoute le paramètre lazy init, donc je ne vais pas instancier le bin, une injection de dépendance. D'accord? Si je fais appel à mon bin sur un constructeur, ou sur un setters ou sur un getters, donc automatiquement, c'est à ce moment que j'initie le bin. Pourquoi? Parce que Dritli est lazy. D'accord? Donc lazy, c'est fainéant. D'accord? Donc ma fait leak créer, il ne va pas se créer jusqu'au moment où je vais en avoir besoin. Donc dès que je fais l'injection de dépendance sur un constructeur, un getters ou un setters, donc automatiquement, il va m'initier au besoin. Il ne va pas l'initier, c'est qui coule le besoin vers le bin. D'accord? Maintenant, je peux déclarer un bin et spécifier quelle méthode va le déclarer. Et tant que je n'ai pas provoqué manuellement la création d'un bin par une méthode, il ne va pas le déclarer. D'accord? Ici, il y a deux variantes, soit init méthode, soit destroy méthode. Alors, la destroy méthode, quand je vais provoquer manuellement une méthode Java, elle va me détruire le bin. D'accord? Donc, c'est les types de déclaration, bien sûr, avec lesquels on peut déclarer ou créer un bin dans le fichier beans.xml. Et rappelez-vous, le fichier KML beans.xml, c'est le premier fichier qui va être, bien sûr, interprété par l'application context. Quand je lance une application Spring, automatiquement, quand l'application context. D'accord? Et cette application context, il va aller, bien sûr, chercher où est le fichier beans.xml pour savoir quels sont les bins que je vais déclarer et quels sont les scopes d'ILM. D'accord? Et quel type de déclaration j'ai utilisé pour ce bin. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais voir, bien sûr, un autre type de création. Bien sûr, soit je passe par le fichier beans.xml, soit je passe par le beans de type annotation. D'accord? Donc, le type annotation, il va nous épargner, bien sûr, la création en XML. Laisse, parce que dès que le fichier XML, beans.xml, c'est une bonne approche. Oui, d'accord, on a un fichier XML, c'est organisé, oui. Mais ça fait beaucoup de code. Pourquoi? Parce que l'XML, c'est des fichiers qui sont très, très lourds. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas recommandé. Ça marche. Mais ça fait plus propre. Pourquoi? Parce que je peux créer un bin avec moins de code. Donc, je vais utiliser les annotations Java. D'accord? Donc, là, si j'ai une classe company et que j'annote ma classe company par @component, donc automatiquement ici, j'ai créé un bin. La change component, elle qualifie le bin. D'accord? Maintenant, je peux créer un type ici qui est configuration. D'accord? J'ai créé le composant. D'accord? Mais je vais bien sûr donner une allure à ce bin-là. Je vais annoter ma classe par configuration, d'accord? Pour dire que je vais retourner. À chaque fois que j'utilise l'annotation configuration, c'est que je vais retourner une valeur fixe, d'accord? Donc à chaque fois que on a l'adresse, par exemple, j'ai high street 1000, d'accord? Donc après la configuration, on a des component scan, l'annotation component scan. L'annotation component scan, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va balayer tous les dossiers, d'accord? Les fichiers que j'ai, le fichier source main Java,
il va me retourner tous les composants derrière. Et dès que je retourne les composants derrière, donc automatiquement, on dit un bin ici que j'ai déclaré, les rois adresse. Donc, quel type de déclaration j'ai utilisé à votre avis? C'est la déclaration par un getters. D'accord, c'est par un getter. Donc, automatiquement, la classe config, si j'injecte config et aïe la get address, il va me retourner automatiquement high street 1000. D'accord? Donc, c'est une façon de déclarer aussi un, un bin. Ça marche. Voilà. Maintenant, je vais faire, bien sûr, voir tout l'exemple depuis le contexte, bien sûr, le bin. Donc, j'ai une classe, donc, principalement le package Wacom UH2. D'accord? Maintenant, je vais faire appel à l'application context du framework Spring. D'accord? Donc, import all.spring framework context application context. Et je vais importer aussi le class path XML application context. C'est avec ça que je vais charger le beans.xml à partir d'un beans.xml. D'accord? Donc, là, je lance ma classe, public class main app. D'accord? On dit le public static void main. D'accord? Donc, c'est pour déclarer une fonction main. Maintenant, je vais créer un contexte à partir de bean.xml. Beans.xml. D'accord? Et beans.xml, j'ai une classe qui est hello world. D'accord? Qui va pointer sur le package comme UH2 et hello world. Voilà ma classe. D'accord? Et je vais créer mon bin. D'accord? D'abord, avant de créer, bien sûr, avant de passer à la deuxième ligne, on va voir d'abord la classe que j'ai ici. J'ai une classe qui s'appelle Hello World. D'accord? J'ai un attribut qui s'appelle message, donc private string message. J'ai un setter et j'ai un getter. D'accord? Le setter automatiquement, il va affecter le message que j'ai en paramètre, le 10.message. Et le get message, il va me récupérer juste message qui est la classe. D'accord? Maintenant, sur le contexte, le premier contexte ici, j'ai déclaré un bin. L'ID diallo hello world. D'accord? Rappelez-vous pourquoi j'ai mis le H minuscule. Rappelez-vous de ça. La classe com.uh2, il y a le package dédié com.uh2, hello world, qui est le nom de ma classe. Le scope que j'ai choisi pour ma classe ici, c'est, pour le bin, c'est un prototype. D'accord? Donc, je reviens ici. Application context, new class path XML application context, beans. Donc, automatiquement, il va interpréter le fichier beans.xml. D'accord? Et automatiquement, je n'aurais dire, il va créer un objet A de type hello world. D'accord? Le convertir, bien sûr, c'est du cast. Il y a le cast de mon objet. Pourquoi? Hedge context ici, getBean, elle va me retourner un objet. Et je dois faire le cast pour convertir cet objet sous forme de classe hello world. D'accord? Donc, regardez ce que je vais faire. Mshitman context et j'ai fait appel à getBean hello world. Le getBean hello world, il va récupérer le bin à partir de son ID. D'accord? Donc voilà. Contexte getBean hello world. Donc automatiquement, j'ai récupéré ce bin-là. D'accord? Maintenant, j'ai pris mon objet et je lui ai donné cette message object A. D'accord? Et j'ai récupéré le message. Affiché hier your message de point object A. D'accord? Maintenant, je vais créer un autre objet. GetBean hello world, la même chose. Donc, je vais récupérer le prototype. Et l'objet B, rendez getMessage, il va me retourner quoi? Nul. Pourquoi? Parce que c'est un type prototype. Quand j'ai créé l'objet B, je ne object B.setMessage. Et puisque c'est un prototype, donc le bin d'IELI, objet A et objet B, c'est des objets qui sont différents. D'accord? Alors que si je mets ici singleton et j'ai B get hello world,
get min hello world et j'ai dit objet B get message, il va me retourner un object A. Pourquoi? Parce que c'est un singleton. D'accord? Donc, là, pour cette instance-là, puisque j'ai des prototypes, donc je récupère le message nul. Objet A, c'est un objet, c'est une instance, et objet B, c'est une instance. D'accord? Voilà, Shabab, donc je ne vais pas vous ennuyer encore plus. Je vais vous demander deux choses. D'accord? Donc, ici, je peux autoriser, bien sûr, ici, la flexibilité. Elle n'a pas forcément dire OpenJDK 15. Donc, tu peux dire OpenJDK 21. Je peux autoriser à partir de 17. D'accord? Donc, soit 17, soit 21, soit 23. D'accord? Mais il est préférable de rester sur la 21. Là, la 23, c'est encore nouveau. Donc, si on a un petit problème, ça sera difficile de trouver la solution sur la communauté. D'accord? Et pour Eclipse, donc, je préfère Eclipse parce qu'il gère plusieurs projets sans consommer beaucoup de mémoire. D'accord? Mais bien sûr, vous pouvez, si vous avez IntelliJ, voilà, vous pouvez utiliser IntelliJ. D'accord? Donc, pour demain, j'ai besoin donc une JDK 1721 et IntelliJ. D'accord? Vous me préparez ça, s'il vous plaît, comme ça pour qu'on puisse effectuer un atelier sur les billes. Ça marche. Je vous souhaite bon courage et à demain, Inch'Allah. إن شاء الله.